L'enjeu, fondamentalement, il reste, alors que la situation du climat s'est vraiment aggravée dans la dernière décennie, et particulièrement depuis l'échec de la conférence de Copenhague en 2009. La température a continué à s'accroître, les scientifiques confirment encore plus fort leur diagnostic, les émissions de gaz à effet de serre continuent, donc on est dans une spirale vraiment dangereuse. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à un accord international qui engage réellement les pays dans la réduction de leurs émissions, ou en tout cas le changement de la trajectoire des émissions, de façon à ce que globalement on arrive à plafonner au niveau mondial les émissions, en gros avant 2030, et dans la perspective, dans l'objectif de ne pas élever la température moyenne du globe à plus de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est déjà important. Donc l'enjeu, c'est de ne pas dépasser ce seuil qui est déjà dangereux. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu de fond. Après, il y a un enjeu caché, c'est est-ce que, enfin, pas tout à fait caché, mais est-ce qu'on s'en remet seulement aux États ou est-ce que la question climatique devient vraiment un mouvement populaire, devient une préoccupation populaire? Est-ce que c'est quelque chose que la société civile s'approprie et met en jeu? Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que l'enjeu de la COP21, c'est aussi l'émergence ou non d'un vrai mouvement populaire, de la même manière que par exemple en 1999 à Seattle, le mouvement de contestation de l'Organisation mondiale du commerce avait été le lancement de l'altermondialisme. De la même manière, certains disent, et on peut l'espérer, Paris pourrait être le Seattle du climat. Le moment qui n'est pas un point d'arrivée, mais au contraire un point de départ pour un puissant mouvement qui dirait non, la justice climatique, le climat, il faut vraiment maintenant le prendre en compte et pas arrêter plus exactement d'attendre toujours la prochaine conférence. Les solutions réelles, alors on pourrait énumérer des solutions techniques, juridiques, économiques de toutes sortes qui en fait existent. On a un inventaire d'outils bien connus sur lesquels on peut discuter, ratiociner, mais fondamentalement je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet fondamental, la solution, s'il y en a une, c'est de changer de système économique, de changer de modèle d'existence, particulièrement dans les pays riches. Et grosso modo, on est dans un système économique depuis maintenant plusieurs décennies qui est fondé sur l'idée que les inégalités sont acceptables et que même elles ont cru au sein des sociétés, qui est fondé sur l'idée que le marché a la réponse à tout et qu'on ne peut envisager une action collective qu'en s'harmonisant avec les mécanismes du marché. Et troisièmement, qui considère que la croissance est une sorte de tabou, un objectif absolument atteignable et on ne peut rien faire sans la croissance économique. Et donc, tant qu'on restera dans ce triple schéma, le marché a toujours raison, l'inégalité est très importante et la croissance est notre objectif principal, on n'arrivera pas à résoudre la question du changement climatique. Donc, quelle est la solution? Malheureusement, elle est de dire, il faut tout changer. Mais d'un autre côté, si on considère ce qu'est le changement climatique lui-même, qui de toute façon va tout changer. Et donc, on est un choix collectif, l'humanité, entre on continue dans le système actuel et tout va changer dans le pire, où on se dit non, il faut éviter cette catastrophe climatique, cette catastrophe écologique dans le XXIe siècle, et donc on change le système. Alors, à chacun de voir qu'est-ce qui paraît le plus réaliste et le plus possible. Moi, je pense que, malgré tout, fondamentalement, l'idée qu'on peut changer les modes communs de régulation collective, de politique collective, est en fait plus réaliste que de se dire on va changer, éviter la catastrophe climatique dans le cadre du système actuel.